Oyanam be nasty nesta. Mes amis, m'appelle Daniel cause I sleep where the lions eat. Alors aujourd'hui on va parler de rap, on va parler de musique urbaine, on va parler de lifestyle urbain et c'est ça qu'on aime ici sur le Cotonou Boy Show. Et on est avec Joe. Alors c'est la nouvelle énergie du rap béninois. Il a beaucoup d'assurance, il est jeune, il est frais, il a une pointe de ce que les gens appellent arrogance. C'est comme ça qu'ils interprètent ça. Et alors derrière ça, c'est également un jeune artiste qui est en train de tracer son chemin, de se construire entre héritage, rage et envie de succès. Aujourd'hui, on le reçoit et on le découvre entier, France, sans filtre. Joe, bienvenue dans le Cotonou Boy Show. Merci. Comment ça va? Ah, ça va, hein, serein, tout va bien comme d'hab. Le benguiste. Moi-même. Bon, plus trop benguiste maintenant, je suis plus en Europe. C'est bon. T'es un répat maintenant. Non, je vais rentrer, mais pour l'instant, je suis pas benguiste, je serai benguiste après. Ok. Bah, c'est quoi la vie de benguiste? Ah, écoute, on nous appelle benguiste parce qu'on est de ceux qui avons fait le lycée au Bénin, mais on est parti en France pour les études. Ouais. Bon, on nous associe un peu les Français, on a l'argent, on a ci et ça et tout. Voilà. Moi, je me considère pas trop comme le benguiste qu'ils décrivent, mais écoute. Bon, tu aimes bien ça? Oui. Ouais, ça a ses avantages. Oui. Et ses inconvénients, mais plus d'avantages que d'inconvénients. On va revenir dessus. Alors, Joe, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Alors, Joe, c'est Jonathan Kodia. J'ai 23 ans. Je suis dans la vie étudiant. Je suis artiste. Je suis un peu entrepreneur. J'ai été producteur. Et je pense que j'ai beaucoup de casquettes. J'ai beaucoup de casquettes, mais principalement étudiant artiste. Okay. Donc je jongle un peu entre les études et la musique. T'as un esprit créatif. Exactement, je suis un créatif. T'aimes créer. Exactement. Mais justement, ce goût pour la création, tu le tiens d'où? Aussi longtemps que tu te souviennes, ça devient d'où? Alors, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu plein d'idées. Moi, je suis le genre de gars qui a toujours énormément d'idées qui circulent dans ma tête. Dans ma tête, c'est toujours le brouhaha. Il y a plein de trucs. Et depuis que j'étais petit, il me fallait toujours un moyen de m'exprimer. Mes parents disaient toujours que j'avais beaucoup d'imagination. Mes professeurs même appelaient mes profs, mes parents, souvent pour leur raconter des trucs que je faisais à l'école, des trucs que je disais qui sortaient toujours de ma tête. Ils se demandaient, mais qu'est-ce que vous lui servez à manger à la maison? Et je me souviens qu'en 5e, ma professeure de français m'avait encouragé à écrire des histoires. Donc, ma première expression artistique, on va dire, de ma vie, c'est j'écrivais des histoires, des nouvelles fantastiques. Ok. Ouais, des trucs qui font un peu peur, des trucs moins bien, des trucs un peu surnaturels, des trucs comme ça. La professeure aimait tellement ça qu'elle imprimait ça et elle envoyait à mes parents à chaque fois. Ok. Ouais. Après ça, j'ai commencé à écrire des musiques, mais je faisais pas de rap. Je faisais des poèmes d'abord, tu sais. On était jeunes, les amoureuses. Je faisais des poèmes pour draguer les filles. Ça marchait, hein? Ok. Je faisais des poèmes pour draguer les filles. Ensuite, j'ai commencé à écrire des musiques, des chansons. Et c'est l'un de mes meilleurs amis un jour qui a dit, Joe, viens, on s'essaye au rap. Comme ça. J'étais en 4e. Ça va faire 10 ans. Et, je me suis essayé. J'ai vu que j'aimais beaucoup ça. C'est pas que j'avais forcément du talent, c'est que j'avais kiffé faire ça. Okay. Et après ça, lui, il avait vite oublié. Tu sais, c'était un délire qu'on avait. Mais moi, chez moi, en discret, je faisais que écrire. Et pendant 4 ans, c'était ça. J'écrivais plein de textes dans mon téléphone, partout. Mais quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu as d'abord aimé l'écriture avant d'aimer la musique. C'est exactement ça. Ok. En fait, je préfère parler, exprimer mes pensées. Comme tu vois, moi, je suis un gars, j'aime beaucoup parler. Que la musique, c'est d'abord l'expression de moi-même, dire ce que je pense avant la musique. Je me qualifierais pas d'artiste, je me qualifierais de visionnaire. Ok. J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup d'idées à exprimer et beaucoup de choses à partager. Mais la manière dont ça rentre le plus facilement dans les oreilles, c'est d'abord la musique. Ok. Et à quel moment tu as compris ça et à quel moment tu t'es dit, bah, je vais faire de la musique? C'était quand j'étais arrivé à Montaigne. J'étais arrivé à Montaigne en seconde. Et, j'avais fait, un jour, déjà, bon, il y a mon pote qui est là. J'avais dit, écoute, je rappe. Il s'est moqué de moi. Il a dit, mais, parce qu'il y a plein d'amis qui vont lui dire, ouais, je rappe. Et il rigolait un peu. Il disait, bon, écoute, fais ton truc, on va écouter, quoi. J'ai fait. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Et le gars, il a kiffé. Lui, hein. Et il m'a dit, écoute, c'est un truc de ouf. Et un jour comme ça, je me suis filmé sur Snapchat. À l'époque, c'était Snapchat qu'on utilisait tous. J'ai fait un freestyle. J'ai mis dans ma story. Je vois, tout le monde me demande la vidéo. Le lendemain, toute l'école avait partagé. Tu voyais dans toutes les stories. Joe, il a sorti un freestyle. C'est comme ça que j'ai vu que, en fait, le rap, il y avait quelque chose à faire avec. Okay. Et tu sais, vu qu'il y avait l'encouragement de l'école, bah, ça m'a encouragé à continuer, quoi. Oui. Ouais, c'est comme ça que j'ai compris que
le rap, ça pouvait le faire. Ok. Et donc, c'est comme ça que tu commences sur un freestyle, l'amour de l'écriture. Là, tu joins la musique à ça. Et tu commences à enregistrer tes premiers morceaux. Ouais, j'ai commencé à enregistrer mes premiers morceaux en juin 2018. À l'époque, mon père m'avait acheté un micro. Il m'avait acheté les petites cartes son USB. Il m'avait acheté un anti-pop. Et je me souviens que déjà, j'avais plusieurs des grands frères à moi qui étaient dans la musique, qui faisaient des sons. Et genre, je faisais écouter mes freestyles. Mais ils disaient tous disaient la même chose. T'es chaud, t'es trop fort, tu devrais te lancer. Toi, je t'emmène en studio. Toi, demain, je te signe. Toi, demain, je te signe. Toi, demain, je te ça, tu vois. Et j'ai fait une erreur que j'ai regretté longtemps, c'est de les attendre. C'est-à-dire que pendant toute l'année, c'était peut-être en juillet 2017 qu'ils m'ont dit ça, et je n'ai sorti mon premier son qu'en juin 2018 parce que j'attendais ces gens-là qu'ils m'emmènent en studio. J'attendais qu'ils me produisent, j'attendais qu'ils me qu'ils me ça, et c'est jamais venu. Du coup, un jour comme ça, c'est là où j'ai vraiment eu la mentalité du débrouille-toi tout seul, ce que j'ai jusqu'aujourd'hui, hein. J'ai vu un de mes gars à l'école qui était bon en graphisme, un de mes gars qui était bon, il faisait du beatmaking, un de mes gars qui connaissait tout ce qui était ingé son, tout ça. Moi, j'avais mon matériel. J'ai réuni 4-5 gars à moi. J'ai créé un collectif qui s'appelle Réseau. Réseau, quand tu mets à l'envers, c'est Oser. R-E-S-O. Donc, ça fait Oser à l'envers. On a créé le collectif comme ça. Et avec eux, on est allé chez moi, on a installé notre petit home studio, on a commencé à enregistrer. C'est comme ça que j'ai enregistré mon premier son sur Audacity. Ok. On l'a fait. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, et ça me fait penser à l'histoire du CCC. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, mais on était dans la même configuration en 2005 quand Diamant Noir vient. Non, je pense 2004. Ils sortent le morceau Mets-toi à l'aise, qui est un classique, et il y a une artiste de l'époque qui dit je vais vous produire et tout ça. Donc les gars ils attendent, ça se fait pas, et je pense qu'ils avaient annoncé un concert ou un truc comme ça, et ne voyant pas de retour, ils font le concert et ils se disent mais attends, nous-mêmes on peut faire en fait. Et c'est comme ça que après du concert, il y a l'album, après il y a les signatures, et ça a donné CCC, ça a grandi. Donc c'est ça en fait. S'il y a des gens qui nous écoutent, je pense que déjà de ce que tu as dit là, il faut pas attendre. Si vous avez envie de faire la chose, si vous savez que c'est ce que vous avez envie de faire, faut juste vous lancer. Les gens vont vous rattraper en route, c'est ça, il faut oser. Il faut oser, exactement. OK, donc avec ton premier collectif, voilà, vous enregistrez des sons. Alors, ça donne quoi? À ce moment-là, comment tu te sens? Alors, très vite, on a conquis le lycée. Très vite. Moi, tu sais, j'étais un gars, j'étais nul en sport. J'étais pas forcément le meilleur en sport. Et à Montaigne, c'était ça un peu, t'as la cote parce que t'es chaud en sport. Et il y avait les CCC à l'époque, avec le rap, il y avait les GME, avec le rap, mais le rap, c'était un peu mort à Montaigne, quand ils sont partis. CCC, entre GME et ma génération, vous avez fait n'importe quoi. Hein. Après, il y avait une génération chaude, après, je sais pas ce qui s'est passé. C'était avant nous. En tout cas, entre les GME et nous, il y a 6 ans. Il faut savoir que pendant ces 6 ans, bon, moi, je pense pas qu'il y avait grand chose en rap. Nous, on est venus avec Réseau. On a sorti nos sons. Très rapidement, on a conquis le lycée. Tout le monde nous écoutait. Dans l'école. Ça sortait pas de l'école à l'époque. Et très vite, on a eu aussi des camarades. Je sais pas si tu connais Jabi, l'artiste. Jabi, c'est un bro à nous. Il avait juste un an de plus que nous. Lui aussi, quand il s'est lancé, on a commencé à mettre Réseau à contribution aux gens. Et très vite, Réseau non seulement me produisait moi, mais on a commencé à produire les autres artistes aussi. Chapman JR, Jabi, et encore plein d'autres. Il y avait des gars qui étaient venus de France qui s'appelaient la Keblo Gang. Ils avaient un peu le flow de cité aussi. C'est-à-dire que tous les morceaux de Montaigne qui sortaient venaient de chez nous. Ça passait par chez nous. Et tous ceux qui voulaient se lancer dans le rap à l'école passaient par nous. Et du coup, très vite, c'est comme ça on a gagné énormément de popularité. On a commencé à toucher Montaigne, on a touché les autres écoles, on touchait un peu partout. Mais c'était très encore sectaire. Tu vois. On était toujours dans le cadre de... On pensait qu'on était des stars parce que tout le monde dans notre environnement nous acclamait. Mais bon, on n'était pas vraiment, on était petits. Mais en tout cas. Mais justement, c'était quoi ton état d'esprit aujourd'hui avec, disons, l'expérience que tu as, l'avancée que tu as pu prendre, quand tu te revois le Joe de l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais si tu le voyais aujourd'hui? Calme-toi, t'es trop arrogant. Ah ouais, t'étais arrogant? J'étais confiant. Comme j'ai dit,
Moi, j'étais un gars, bon, c'est pas comme si on se mélangeait tant que ça aussi. Mon entourage était composé que des gens de Montaigne. Et tous les gens de Montaigne me prenaient pour une star, nanani, nanana, nanani, nanana. Mais quand on a fini les études, quand il y a eu le bac, tout ça, on est parti en France, c'est là que j'ai pris une claque. Parce que le son que j'ai sorti après n'a pas eu autant de jus que le son que j'ai sorti avant. Quand on a quitté Montaigne, tout le monde avait ses occupations, chacun avait les études, les responsabilités, nanani. J'ai sorti un son, personne n'a partagé, personne. Et là, j'ai pris une sacrée claque. Et ça, je te parle, c'était il y a 5 ans, 2020. C'était il y a 5 ans. J'ai pris une claque de fou. Mais heureusement que j'avais mes amis qui étaient là avec moi, qui me soutenaient, qui m'ont dit, t'arrêtes pas, continue de sortir, continue de sortir. Et à la fin, j'ai réussi à avoir cette auto-satisfaction. À un moment, j'ai arrêté de sortir les sons pour les gens. Jusqu'à aujourd'hui, je sors les sons pour moi. Je suis mon fan. C'est-à-dire que le seul fan à qui j'essaie vraiment de plaire, c'est moi. Le reste, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, je m'en fous. T'es un peu Kanye West sur les bords. Tu sais que je suis totalement à 100% inspiré de ce gars. Je suis Kanye West après Michael Jackson, c'est mon artiste préféré de tout. Un peu en live ces temps-ci. Depuis 5 ans, 6 ans. Non, je vais te dire, c'est mon artiste préféré. On est pareil. C'est mon artiste préféré, mais bon, c'est un peu dur de le supporter ces temps-ci. Mais big up à lui, on prie pour lui, pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Reviens, s'il te plaît. Donc, ok. Donc, t'es arrivé à développer cette confiance en toi. Et qui te permettait de pas attendre l'approbation des autres. C'est ça. Mais quand on quitte, justement, le Bénin pour arriver en France, pour faire ses études, déjà, même si on parle pas de musique, comment est-ce que tu te sens quand tu arrives en France pour faire tes études? Déjà, faut savoir que je n'étais pas étranger à la France. Moi, j'ai grandi en France. Je suis arrivé à Montaigne au lycée. La primaire, j'ai fait la maternelle à Montaigne. La primaire et le collège, je les ai fait en France. Donc, il y avait pas de décalage du tout. Non. Même si j'étais dans une ville que je connaissais pas, j'étais à Reims. Mais je connaissais la France. Maintenant, c'est vraiment dans le côté musique, c'était vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Première chose que j'ai fait, réseau, je l'ai totalement démantelé. Parce que le modèle même de réseau était trop focus sur le lycée et j'aspirais à de beaucoup plus grandes choses. Donc j'ai commencé à sortir des sons en tant que Joe, mais tout le monde de réseau, j'ai un peu lâché tout le monde. Même les artistes que je produisais, ils m'en ont voulu jusqu'aujourd'hui, ils m'en veulent. Je les ai complètement abandonnés. J'ai arrêté de pousser qui que ce soit, c'était seulement moi. Parce qu'il fallait que je prenne mes marques en France. Parce que le challenge était là. Je savais qu'en France, ça allait être dur d'évoluer. Ma stratégie était simple, c'est continuer de toucher le public béninois en restant à Paris. Je ne venais au Bénin qu'en décembre. Si c'est pas en décembre, tu me voyais jamais à Cotonou. Mais je devais trouver un bon studio. Je devais trouver des stratégies. Je devais trouver des techniques, des ci, des ça, pour toujours rester à la page, même en étant là-bas. C'est là que j'ai commencé à me rapprocher des médias, des influenceurs, des ci, des ça. Donc pendant 4 ans c'est un peu ça que j'ai fait. Et au bout d'un moment, j'ai repris Réseau, mais dans une structure plus carrée. Donc c'est là que j'ai créé Réseau Record. Et c'est là qu'on a aussi créé notre agence de photographie qu'on a en France, Réseau Pictures, et notre agence cinéma qui est Réseau Movies. Mais c'est là que j'ai créé Réseau Record, où là, on avait une vraie structure. C'était rien de déclaré, rien d'officiel, mais on avait une structure nette, avec des jobs nets, et on a recommencé à produire les gens. Et c'est à ce moment que, là, la musique est devenue de plus en plus sérieuse. Mais ce n'était pas ce que c'était. Et là, on est en quelle année? On est en 2022. Il y a 3 ans. Et alors donc et comment pendant tout ce temps tu continues d'enregistrer, j'imagine. Et alors on va faire un bond dans le temps, on va venir en 2024 où tu sors le morceau qui va t'exposer au public. De fou malade. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau, de la collaboration? Parce que je pense que c'était un solo de base. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, à ce moment-là, j'avais un peu délaissé la musique. J'étais fatigué un peu de la musique et j'ai commencé à être producteur. Je produisais des gens. Je sais pas si tu connais Baki. Baki, il a fait un featuring avec, tu connais El Manolo? Il a fait un featuring avec El Manolo qui s'appelle Légendaire. Donc j'étais le producteur de Baki. Je produisais Baki, je produisais Chapman, je produis toujours une fille qui s'appelle Ota. Du coup, j'étais focus que sur ça et sur l'expansion de réseau. On faisait des séminaires, on faisait des siges. J'étais focus que sur ça. Faut savoir qu'en décembre, quand j'allais rentrer à Cotonou, j'étais dans le mood des vacances, je voulais juste me dire, j'avais l'habitude de la production. À ce moment-là, j'avais essuyé tellement d'échecs et de revers que j'avais appris sur tout. J'avais vraiment un background dans ma tête, j'avais de l'expérience sur tout. Donc je savais comment produire un artiste, je savais comment pousser un artiste et je savais comment donner du buzz sur un morceau facilement. Donc en décembre 2023, je suis venu
avec le morceau Cotonou est doux que j'avais sorti en solo, que personne connaît. Bon, peut-être tu connais, mais très peu de gens connaissent par rapport au Cotonou est doux d'aujourd'hui. C'était un solo où je disais pas Cotonou ça, je disais on vient d'entrer en décembre. Et je savais que ça allait faire parler. J'ai sorti ça sur Instagram, j'ai sorti ça sur TikTok, et là, ça a commencé à jacter. C'était pas ce que c'était devenu en été, mais ça a commencé à jacter. À ce moment-là, j'ai sorti le morceau et je l'ai laissé comme ça. J'étais focus sur mes artistes. Du coup, j'avais pas tant développé que ça. Mais le morceau avait fait quand même son bruit. Ça venait me faire des shout-outs à Cotonou et tout. Les gens, ils ont kiffé. Durant l'année, j'étais plus focus sur mes artistes, mais je savais que j'allais rentrer en été. Et il y a un truc que j'avais remarqué. Le potentiel de Cotonou est doux. J'avais exploité que là, même pas 10% de ce que ça pouvait être. Même pas 10%. Je savais que c'était un morceau qui allait non seulement parler aux benguistes, mais qui allait parler aux locaux. C'est un morceau vraiment, il allait rallier tout le monde. Et ça allait même si c'est un benguiste qui sort le morceau, vu que c'est lui qui fait ça, dans ce mood-là, ça allait faire parler à tout le monde. Du coup, à ce moment-là, j'ai parlé à Takumi. Parce que Takumi, lui et moi, faut savoir qu'on se connaît depuis très longtemps, depuis au moins 2019. C'est là, je suis le premier artiste qu'il a approché pour dire je fais des prods. De base, il faisait des prods. Et je lui ai dit, écoute, tu vois Cotonou est doux là? On va le refaire. Je vais acheter la licence de la prod. Je vais acheter les pistes. On va refaire la prod. Et je vais te mettre dessus. Il avait sorti son Kakalov, là. Qui avait explosé à l'époque. Et j'ai dit, maintenant, il nous faut un artiste local. Un artiste du pays que le peuple connaît pour pousser encore le délire dessus. Je veux du fond dans Cotonou et tout. Premièrement, il m'a proposé Credo. Je connaissais pas. Et avec Credo, on avait parlé, il avait kiffé l'idée et tout. Mais ça, un truc s'est fait que ça s'est pas fait. Pas d'embrouille, pas de si, c'est juste les circonstances qui ont fait que ça s'est pas fait. Du coup, il m'a proposé Connexedon. Eux, je les connaissais de nom. Mais j'étais un peu fermé encore à la musique locale. Donc, je les écoutais pas vraiment. J'ai commencé à écouter, j'ai écouté Côté. J'ai surkiffé. J'avais écouté Ayato et je me disais, Ayato, si c'est ce qu'ils font, c'est pas le délire de ce que je veux. Mais quand j'ai écouté Côté, je savais que c'était eux qui me fallait. Je suis allé appeler le grand frère de Donkey, leur manager, Fadil. On a parlé, nanani, nanana. Ils sont directement adhérés au délire. Moi, j'avais enregistré. J'avais pas beaucoup enregistré. Je devais juste modifier mon refrain. Et Takumi allait enregistrer ce qu'il a fait au début. Il a fait ça. J'ai kiffé. On a envoyé un Connex et donc ils ont fait leur couplet. Tranquille. On a posé, nanani. Je suis arrivé à Cotonou. Et il faut savoir que moi, j'avais ma stratégie en tête. Avant ça, j'avais pris mon téléphone, j'ai écrit plan conquête été 2024. Tout ce qui s'est passé, je l'avais prédit. Je savais, on va faire ça, ça va faire ça, comme ça va faire ça, comme ça va faire ça. J'avais tout écrit. Donc, mon plan était, il n'y a pas de surprise. C'était surprenant que ça pète autant, mais je savais que ça allait péter dans tous les cas. Parce que comme je dis, je produisais, donc je savais comment faire. On a fait le morceau. On a sorti, je faisais un peu l'influenceur sur les réseaux parce que je voulais un peu redorer mon image. Je viens avec un morceau, je viens avec Cotonou et doux, je propose et tout, les gens ils kiffent. On sort le morceau, on lance le challenge TikTok, tout Megava côté Fiche Rosset, Megava côté PK10. Là, TikTok, on voit 50 vidéos, 100 vidéos, 200 vidéos, 300 vidéos, 600 vidéos. Ça commence à monter. Et là, on sort le clip et c'est fini. À partir du clip, c'est fini. Et comment tu te sens quand tu vis cette évolution-là de ce single-là? Parce que pour toi, est-ce que c'est une revanche? Est-ce que tu le vis comme une revanche? Je l'ai vécu comme une conquête. Ok. Je suis pas un revanchard, je suis un conquérant. Moi, je suis là pour prendre. Je suis pas là pour arracher. Je suis là pour prendre. Donc, quand je l'ai vécu, je me suis senti puissant. C'est parce que j'étais passé de là à là d'un coup. Même si aujourd'hui, je suis pas encore, tu vois, mais j'étais passé de là à là d'un coup. Donc, je me suis senti vraiment puissant. Quand le clip est sorti, j'étais à Lomé. Donc, en vrai, j'avais pas encore vécu le vrai changement en question. Ouais, mais qu'est-ce qui a changé? C'est que je suis rentré à Cotonou. Je suis sorti. C'est que j'étais à Lomé quand le clip est sorti. Du coup, il y avait l'excitement sur Instagram, sur les réseaux, mais moi, je vivais pas. Dès que j'arrive à Cotonou, sachant que avant, j'étais à Cotonou 2 jours avant. Je sors le clip, j'étais à Lomé, je rentre à Cotonou, je suis à Chigusta, à l'aéroport, là. Ah, ça me reconnaît. Ça prend photo. Je fais waouh. Devant mes parents, ça, je fais, ok. Partout où je vais, toujours le magicien, toujours le magicien, toujours le magicien, toujours le magicien. Et là, je comprends que ce qu'on a fait là, c'est quelque chose, c'est plus ce qu'on faisait. Avant, ça pouvait me reconnaître, mais je te suis sur les réseaux, j'aime bien ce que tu fais. Là, c'était vraiment, waouh, il est là. Waouh, j'ai fait une photo avec lui. Carrément, je vais toucher quelqu'un, les filles vont, il m'a touché, nanani, nanana. C'est là que j'ai compris que là, j'ai fait quelque chose de ouf. Mais ce qui m'a donné encore plus de crédibilité, c'est le Yellow Village. On m'a booké dessus. Ça m'a permis d'aller sur Yellow Village. On m'a booké dessus le 31 août 2024. Je vais jamais oublier. Et, je suis monté avec Connexedon pour faire Cotonou et doux. J'ai vu la foule. C'est là que j'ai compris. Il devait quoi? 30 000 personnes devant moi. C'est là que j'ai compris que là, on a fait quelque chose de zinzin.
Mais je me suis senti vraiment puissant, powerful. Mais quand tu fais ça, comment est-ce que tu réfléchis pour la suite? Alors, moi, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je suis un mastermind. Donc, je savais que quand j'allais... La suite, c'est quoi? Je rentre en France. Et de septembre à décembre, je suis en France. Et je savais que si je ne suis pas présent sur le sol béninois, ça allait ça allait me faire régresser. Du coup, ma stratégie commençait à écrire mon plan conquête nanani nanana. Dis-toi que c'est quand j'ai quitté Cotonou en août que j'ai écrit Les Benguis sont là, qui est sorti en décembre. J'ai écrit Les Benguis sont là. Et en septembre, j'ai eu une surprise. Faut regarder les stories de Moussa. Tu connais Moussa lui-même. Et il jouait beaucoup Cotonou Edo au 314. Il jouait ça tout le temps. Et je voyais même faire des stories et tout. Et un jour, j'ai juste écrit, j'ai dit, tu sais, c'est moi, j'ai chanté la chanson. Je m'appelle Joe, je suis l'auteur de la chanson et tout. Et j'ai vu que tu gérais un peu tout ce qui est artiste à We Love Eya et tout. En tout cas, s'il y a moyen de me plugger, tranquille. Là, je suis tranquille. Je m'attendais même pas à ce qu'il réponde. Il me suivait même pas. 2 heures plus tard, je vois Moussa vous a identifié dans sa story. Ouais, je vais regarder. Il fait sa vidéo. Toi, je te promets, tu vas monter sur We Love Eya. À partir de là, j'ai eu la vision de tout. Tout. Ce que j'ai fait, ma technique, c'est quoi? Septembre à novembre, je suis en France, je ne serai pas actif. Je vais disparaître. Je vais recommencer à faire le gars derrière. Je vais commencer à produire les gens. Je vais recommencer à faire mes petits trucs, mes petits projets personnels et tout. Parce qu'en vrai, l'exposition allait baisser. Mes vues de profil allaient baisser. Mais je savais que lorsque We Love Eya allait m'annoncer, j'aurais une exposition de fou. Ça allait faire boum. Du coup, je suis resté calme, terré, comme un prédateur terré dans mon coin, en train d'attendre. J'avais fait des collaborations avec des marques qui m'avaient appelé cet été. Les vidéos étaient prêtes, j'ai dit non, sortez pas. Il y avait de ça, j'avais des interviews, des trucs, plein de trucs qui étaient là. J'ai dit non, sortez pas. Je vais continuer de faire mes stories. Je faisais des stories tous les jours pour garder les gens à la page. Mais mes vues baissaient de plus en plus. Je passais de 1500 vues en story à 300 vues si j'avais de la chance. Mais j'étais serein. We Love Eya, ça a commencé à venir. On annonce Nino. Tout le monde s'agite. On annonce Charlie Poppy. On annonce tel. Tout le monde s'agite. Tu vois? Et tout le monde se pose une seule question, c'est est-ce que Joe va monter? Parce que quand Moussa a fait sa story, après ça, moi, j'ai plus parlé. Je savais que j'allais faire. J'avais déjà signé les contrats, tout. Mais quand on me demandait, est-ce que tu as fait We Love Eya? J'ai dit, je sais pas. J'attends de voir. Donc tout le monde se demandait, est-ce que Joe va faire? Et même quand moi tu me demandes, je dis, je sais pas. On attend de voir. Et je m'excitais devant les autres artistes et tout, sachant très bien que j'allais être dessus, tu vois. Puis est venu le jour, je reçois un message sur WhatsApp, Joe, on te poste à telle heure. On te poste à 19h. Moi, je suis là. C'était le moment, je suis prêt. À 17h, ils m'ont posté. Et comment je l'ai su? Je rentrais des Pays-Bas. J'étais en train d'aller en France, je rentrais des Pays-Bas. Et j'avais séance studio avec Tranquille. Et là, je vois, ça m'annonce. Je vois des abonnements, je vois des identifications story, je vois des appels, je vois des ci, des ça. À partir de là, je savais. Mon Instagram a bugué. Mon Instagram a bugué. C'était la première fois que j'avais tellement de notifs que mon Instagram marchait plus. Snapchat marchait plus. J'allais que sur TikTok ou WhatsApp. Avec ma mère qui m'appelle, on l'a fait, tranquille. Moi, à partir de là, je voyais ça comme la première étape du plan. Je n'avais pas encore réussi. Tant que je suis pas monté sur scène, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, première chose que je fais un morceau qui s'appelle Road to Eya. C'était le premier morceau depuis Cotonou Edo. Road to Eya, freestyle. Où je chante, nanani, nanana. Et même là, c'est même là où on m'avait dit que j'étais beaucoup inspiré d'Amir, tout ça. Tu sais, moi, le rap, quand j'écoutais, c'était un peu vous, tu vois. Du coup, ce morceau-là, ça reflétait un peu ce que vous faisiez. J'ai sorti Road to Eya, Joe, fin décembre, on se capte sur Eya. On balance sur Insta. Première 3 heures, 30 000 vues, ça commence à prendre. Alors que avant, si je sortais une vidéo, ça allait faire 1000 vues max. Première exposition. Mais c'était un avant-goût. Et là, bah, je viens avec comme ce que j'appelle le chaos. Je suis venu avec Les Benguis sont là, featuring avec Axel Merrill et Tranquillin. J'ai annoncé ça. Et en plus, ce morceau, tout le monde était dans le mood de We Love Eya. Tout le monde était dans le mood que ce décembre-là, à Cotonou, ça allait être la chose, tu vois. Je suis venu avec ce morceau pour implémenter ça. Tous les benguistes ont saisi le truc. Et même les locaux ont commencé à dire, ouais, moi aussi, je vais être un benguiste. Ça commence à faire les vidéos sur... Le challenge des benguistes, on l'a même dépassé Cotonou Edo. Et si j'avais pas eu un petit incident là en décembre, les streams des benguistes, on l'avait dépassé Cotonou Edo. Si j'avais fait un clip, j'aurais dépassé depuis. Donc voilà, Donc c'est beaucoup de stratégie, beaucoup d'expertise sur comment amener les sons. Je réfléchis beaucoup. De réflexion, même sur les thématiques que tu vas aborder. Tout est réfléchi. Il y a pas de hasard. Jamais. Mais est-ce que tu calcules pas trop du coup? C'est ce qu'on me reproche. Ce calcul, ce qu'on dit exagéré, fait que je ne sors pas souvent des morceaux. Est-ce que tu fais de la musique par passion ou est-ce que tu fais ta musique sert autre chose en fait? C'est là où on vient. Moi, je vais te dire un truc, une vérité que les gens disent, ouais, pourquoi tu dis ça tout le temps?
j'ai jamais voulu être un artiste. J'ai toujours voulu être une star. Ça, c'est la différence qui change tout. Je me considère même pas comme un artiste. Je me considère juste comme un, je sais pas, un créatif intelligent. Ouais. Tu te considères, enfin, tu veux être un entertainer, c'est ça? Même pas forcément. Tu sais, moi, j'ai créé un mouvement cet été que j'ai appelé New Gen, qu'on a créé avec Talent Béninois, etc., où on a mis sous le même étendard la nouvelle génération de créatifs qui arrivent au Bénin. Je voulais vraiment détacher la mentalité des anciens et la mentalité des nouveaux, parce que je considérais un peu la mentalité des anciens comme un peu toxique. Excusez-moi du terme. Et en fait, le Bénin, comment ça fonctionnait avant, c'était vraiment chacun est focus sur son évolution, mais il y avait pas, je ne voyais pas une réelle entraide en tant que telle. Mais là, tous les petits artistes, si je peux me permettre, musicaux, les influenceurs, créateurs de contenu, danseurs, stylistes, tout, médias, tout ça, on s'est tous regroupés sur un même étendard qu'on a appelé New Gen. Le but de New Gen, c'est démocratiser l'art, fédérer la culture. C'est même le slogan de réseau. C'est vraiment ce que je voulais. Moi, ma vision à moi, je veux faire en sorte que demain, la musique au Bénin, ou bien même l'art en général au Bénin, il soit démocratisé, fédéré. Quand je dis fédéré, c'est que tout le monde, il soit engagé, et démocratisé, c'est que ce soit normal. Je veux plus que quelqu'un se lève et dise papa, je veux faire de la musique, papa, je veux faire ça de ma vie, et que les parents jugent. Je veux plus qu'ils soient contaminés par les mentalités d'avant. J'ai créé New Gen pour renouveler la chose et changer les mentalités. Aujourd'hui, si dans la New Gen, tu vois Joe dans la musique, c'est parce que c'est la musique qui marche le mieux. Aujourd'hui, c'est la musique qui me donne le plus d'exposition. Si demain c'est autre chose, je ferai autre chose. Ça me dérange pas. Donc c'est l'exposition que tu cherches dans la musique à cette étape-là. Je veux inspirer les gens. Je veux leur montrer que, regarde, moi je suis ce Béninois que tu disais que ça. Mais regarde où je suis arrivé aujourd'hui par mes propres moyens. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et quand j'ai créé New Gen, c'est vraiment pas pour dire si demain je pète, je suis avec eux. Même si je pète demain, je suis avec vous. Donc aujourd'hui, vous êtes tous New Gen. Que tu fasses 500 vues ou 500 000 vues, vous êtes tous New Gen. Si Joe pète, considère que c'est un artiste de ta génération. Et on va faire le truc ensemble. C'est vraiment, je monte avec tout le monde. Et que ce soit influenceur, que ce soit styliste. C'est pour ça que t'as cru que j'étais dans la mode. Aujourd'hui même, regarde. Je ne m'habille que en marque béninoise. Je ne porte pas d'habits qui ne sont pas des marques béninoises. Je soutiens ça, c'est Social Paranoïde et là, Classman Look de Jerry. Ensuite, ce soit les danseurs, on collabore, que ce soit les influenceurs. J'ai même créé mon média, New Gen TV. Je vois que tu avais follow quand on avait New Gen TV et New Gen Music. C'est nos médias qu'on a créés nous-mêmes pour promouvoir. Si tu vois, on promouvoit, il n'y a pas de CCC dedans, il n'y a pas de Fanico dedans, parce que tout le monde vous connaît. Nous, ce qu'on veut, c'est faire découvrir cette nouvelle génération d'artistes et te faire découvrir les talents. On avait fait une scène cet été, New Gen Live Party, où il y avait peut-être 150 personnes, et le seul artiste qu'ils connaissaient, c'était moi. Mais quand ils ont vu les shows, je peux te dire, hein, ça m'a même blessé mon ego, je suis même pas l'artiste qu'ils ont préféré. Tu vois? Parce qu'il y a tellement de talents dans ce pays, mais biaisés par certaines mentalités. Donc, mon but, c'est ça. Faire que l'art soit accessible à tous, facile à tous, que personne n'ait à mener les combats qu'on mène aujourd'hui. Je veux pas qu'on mène demain les combats qu'on mène aujourd'hui, et que aujourd'hui on peut dire cet artiste a construit une maison avec l'argent de la musique. Mais c'est tout à ton honneur déjà, et ça me fait penser à une polémique qu'il y a eu il y a pas très longtemps d'un artiste qui s'appelle Renoir, qui a fait une série de posts où il disait grosso modo que les artistes au Bénin n'ont pas d'ambition et que le Bénin est un pays qui tue les ambitions. Qu'est-ce que tu penses? En fait, dans le milieu culturel, je pense qu'il a tort, mais son raisonnement est fondé. Dans le sens où, en fait, ce n'est pas que les artistes au Bénin n'ont pas d'ambition, c'est que les artistes et créatifs au Bénin n'évoluent pas dans un milieu ambitieux. Et en fait, c'est facile de dire qu'on a des ambitions en France, par exemple, où tout a déjà été fait, où tel s'est élevé à tel endroit, et il te suffit de dire je veux être comme lui. Mais quand il y a personne qui a atteint ce niveau ici, tu veux être comme qui? Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Pour être ambitieux, comme il dit au Bénin, il faut être sacrément visionnaire. Parce que le public n'est pas éduqué à recevoir cela, l'industrie n'est pas là, il n'y a pas de financement, nanana. Ils sont énormément freinés. C'est pour ça que, en vrai de vrai, tu peux pas dire qu'ils ne sont pas ambitieux. Ils le sont, mais ils n'évoluent pas dans un milieu qui leur permette de l'être. Ouais. Bon, je pense que c'est même la conclusion à laquelle il est arrivé. Il disait que si l'industrie n'est pas structurée, enfin, avec l'ambition, tu peux gagner 100 000 ou 100 millions. Et que, si l'industrie n'est pas ambitieuse, tu vas rester sur tes 100 000 alors. Oui. Alors qu'à côté, il y a des gens qui viennent prendre des cachets de 20 millions, 30 millions et tout ça. Mais l'erreur pour moi serait de s'en plaindre.
Moi, le manque d'industrie, tout le monde s'en plaint, mais j'ai toujours vu ça comme une opportunité. Excusez-moi. Il n'y a pas d'industrie au Bénin. Ça veut dire que, je suis désolé, il suffit que tu pètes de fou malade à l'international et que l'industrie se crée pour que tu en aies le monopole. Pour moi, cette industrie, quand j'ai vu qu'il n'y en avait pas, je me suis dit, mais il suffit de la créer. Tu vois? Aujourd'hui, même vous voyez, je suis seulement étudiant. Tout ce que je fais là, c'est à côté. C'est-à-dire que aujourd'hui même, je suis même pas à mon max parce que la musique, c'est secondaire. Je suis étudiant, j'étudie, je dois faire, sinon mes parents vont même pas me laisser faire quoi que ce soit. Je n'ai que 23 ans, tu vois. Mais je sais que demain, quand je vais vraiment me lancer dans tout ça, que ce soit la musique, la production, quoi que ce soit, si demain on réussit à créer l'industrie, c'est que tu vas tout prendre, tu vois. Ok. Ben écoute, à t'entendre parler, on devine que tu as grandi dans un environnement plutôt privilégié. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé ou au contraire quelque chose qui te... Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé ou au contraire quelque chose qui te crée des blocages ou qui complique ta légitimité dans le milieu artistique, dans le rap généralement? C'est simple. Voyons le fait que je sois d'un milieu privilégié, assez privilégié, voyons ça comme un frein que j'ai transformé en accélérateur. Au début, quand j'avais commencé mes tout premiers morceaux, j'avais fait une collaboration avec My Addictive. J'avais contacté My Addictive sur Facebook parce que je voulais me faire une communauté Facebook pour qu'ils fassent un peu des articles sur moi. Nanana. Ils m'ont fait une interview. Et j'ai fait, l'erreur de dire que j'étais de Montaigne. Et eux, c'est sorcier là. Eux, My Addictive. La bande de sorciers, je n'oublierai jamais. Ils ont mis en gras. Mais moi à l'époque, je savais pas tout ça là, je comprenais pas. Ils ont mis en gras. Il vient de Montaigne. Montaigne est sorti au moins 3 ou 4 fois dans le truc. Premier commentaire que tu vois sur Facebook. Et le pire, ils sont venus me voir, hein. Ouais, on a publié votre chose sur Facebook et sur notre site. Allez voir les commentaires, en mode, allez voir, tu vois. Moi, j'y vais tout content en mode, il y a le truc. Ouais, c'est qui ce gosse de riche là? Il se prend pour qui? C'est parce que tu viens de Montaigne. Tu crois t'es qui? Nanana. Oh, j'ai eu droit à une sauce. Après ça, j'ai plus jamais contacté de médias jusqu'à récemment, hein. J'ai eu droit à une sauce de fou malade. Et même quand les gens parlaient de moi, j'ai eu une polémique, même avant de sortir les Maguis sont là, c'est vraiment, on vous voit jamais au pays, vous êtes en France, vous faites genre, vous êtes des gars de la rue, vous êtes pas des gars de la rue, venez, on va vous voir, venez, on va vous frapper. On m'a même menacé des gens, genre, tu viens à Cotonou, on va se croiser dans l'allée, on va se frapper. Ah, ça m'a déjà sorti des trucs comme ça. Bien sûr, ça fait pas peur. Mais ça fait mal de se dire que je ne fais même pas le gars de la street. Je n'ai jamais caché que j'étais dans un milieu privilégié. Dans tous les cas, comme on l'avait dit avant, ça se voit. Tu vois? Mais les gens, ça ne leur plaît pas qu'on fasse semblant d'être dans leur réalité alors qu'on ne l'est pas. C'est ça que j'ai fait avec les Benguis sont là. J'ai transformé ce frein-là en accélérateur. Je suis venu et j'ai dit, écoutez, tout le monde dit, j'ai un benguiste, non? Voilà, c'est moi, je suis le benguiste. Et je suis là. Je vais soulever vos go. J'ai fait le morceau pour leur dire, je suis un benguiste et alors, tu vois? Carrément, ce décembre à Cotonou, tout le monde m'appelait le benguiste. Je sors de l'aéroport, la dame du duty free. Oh, c'est le benguiste. Je vais à un restaurant, c'est le benguiste. Parce que, écoute, genre, le fait que, en fait, les gens, c'est pas qu'ils aiment pas ça. Ils aiment pas le fait que les gens prétendent être de la street et tout, alors qu'ils ne vivent pas les mêmes réalités. Ils aiment pas qu'on prétende vivre leur réalité. Moi, je dis, écoutez, je vis pas vos réalités. Je ne sais même pas ce que vous affrontez dans la vie et je ne prétendrai jamais vivre vos réalités. J'ai mes réalités. C'est pas forcément facile, mais vous aussi, vous avez vos réalités qui ne sont pas forcément faciles. Regardez. Maintenant, je vais faire le benguiste. Je vais avoir un lifestyle que je vais vous montrer dans Cotonou. C'est nous les benguistes, c'est nous la chose, on va prendre vos go. Tous les clichés, j'ai réussi en un seul son. Surveillez vos go, surveillez vos gars. Et les gens, ils ont kiffé. Tu vois? En fait, le problème, c'est quoi? Il fallait juste s'approprier cette image. Sans essayer de prétendre quoi que ce soit. Je me suis approprié l'image, ça m'a réussi. Ça m'a réussi. Et aujourd'hui, plus personne me parle de milieu privilégié ou quoi que ce soit. C'est ça. Bah, t'as assumé ton bail, t'as été authentique et ça paye. Ça paye. Alors, je peux voir également sur les réseaux que t'as une relation privilégiée avec Axel Merrill, avec Tranquillin, bon, on va dire, avec des TikTokers ou des créateurs de contenu. Votre relation, elle m'intrigue beaucoup, surtout avec Axel. Comment est-ce qu'elle est née? Parce que j'ai vu que tu l'as big up à plusieurs reprises et t'as mentionné que même pour collaborer avec toi, il ne t'a jamais fait payer, qu'il t'a facilité les choses. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Parce que lui aussi, c'est un personnage assez controversé. En fait, Axel est l'une des personnes à Cotonou que je respecte le plus. Dans le sens où c'est pas seulement lui, c'est leur groupe. Axel, Tranquillin, je sais pas si tu connais Cab. Ouais, Cab. Ouais. Eux tous, ils ont un groupe de créatifs. Akram aussi. C'est des gens vraiment, ça m'a tellement surpris parce que c'est des gens
ils sont déjà pétés. Axel a des millions d'abonnés. Tranquilla a des centaines de milliers. Ils font des scènes à Paris. Akram aussi, il a fait Secret Story aussi. C'est des gens, en fait, ils me connaissaient même. Moi, je connaissais Axel et Tranquilla, mais des gens, ils me connaissaient même avant que je les connaisse vraiment. Moi, quand j'ai voulu sortir Les Bengis sont là, j'avais déjà l'idée de, comment on appelle, l'idée de mettre un comédien dedans, tu vois. C'est pour ça que j'ai pensé à Tranquilla. Et maintenant, la personne comme artiste à qui j'avais pensé, c'était T-Gang. Mais T-Gang, il avait beaucoup d'engagement, beaucoup de travail et tout. Il était très occupé. Du coup, ça ne s'est pas fait. Et c'est vraiment à 2 semaines du son, de la sortie du son, j'avais pas de feat. On avait Tranquilla, j'avais discuté avec lui, on s'était vu à Paris 13. Il avait un bar qu'il aimait bien. On allait discuter. J'ai parlé de ma vision comme je te parle aujourd'hui. Et on a compris une chose. Tranquilla et moi avions exactement la même vision. Je vais commencer une phrase, il va la terminer. Il va commencer une phrase, je vais la terminer. On voyait les choses exactement pareilles. Il disait que c'était pas seulement lui, que tous les Axel, tout ça sont comme ça. Mais Axel, à l'époque, je connaissais pas. Du coup, le jour où j'ai vu que ça se faisait pas avec T-Gang, à 2 semaines de la sortie, aucun feat. Je devais sortir le son. J'appelle Tranquilla. Je lui dis, écoute, Tranquilla, c'est chaud. Là, je sais pas comment ça va se faire avec le son, tout ça. J'ai pas de feat. T-Gang, c'est chaud avec lui aussi. Si je l'attends, on pourra pas le sortir dans les dates. Nanana, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, attends. Quelques minutes plus tard, je reçois un vocal. Le vocal dit, je connaissais pas la voix, vraiment, hein. Le vocal dit, écoute, je connais, écoute. Dis-lui que, ouais, j'arrive à Cotonou mercredi, je vais poser sur le son. Je dis, c'est qui ça? Il me dit, c'est Axel Merrill. Comme ça. À l'époque, j'avais sorti Cotonou et tout ça, mais penser que j'aurais quelqu'un du niveau d'Axel, jamais j'aurais pensé ça, tu vois. J'ai sauté partout, j'ai appelé mes gars, j'ai appelé Mako, j'ai appelé tout le monde. Et le jour-là, j'ai appelé Axel. Et j'ai dit, écoute, comment on gère, est-ce que, tu sais, beaucoup d'artistes au Bénin pour faire un feat, quand t'es moins connu que te demandent un cachet, comment on gère le cachet et tout. Il m'a dit, jamais de la vie, je vais te demander de l'argent pour un feat. Jamais de la vie. Et c'est ce jour-là qui m'a mis au respect. C'est ce jour-là où j'ai compris que il y a vraiment des gens, il avait rien à gagner à feater avec moi. Il est quand même venu, il a soutenu le morceau, il a fait des vidéos. C'est qu'on faisait les posts. C'est pas il a fait le son, il s'est barré faire. Je vais te dire même un truc qui m'a encore plus touché. Son, je m'en fous là, avec Tony Mix. C'est sorti le même jour que Les Bengis sont là. Le même jour. Il avait un son qui sortait le même jour. Il a quand même poussé la com. Il était en promo sur son son. Il a quand même poussé la com. Il ne m'a jamais rien demandé en contrepartie. Et c'est là que vraiment, je l'ai vu, j'ai commencé à beaucoup le respecter. Akram aussi, quand Les Bengis sont là, c'est sorti. Akram aussi a commencé à faire plein de TikTok. Je ne connaissais pas Akram. Enfin, je le suivais, je connaissais ses stories, mais c'est lui, il est venu me follow back. Et c'est lui qui est venu me faire des vidéos sur le son, à faire des stories, m'identifier, tout ça. Alors que on n'avait même pas parlé, c'est pas, on avait link up jamais de la vie. Ou bien au balance de Wiloveya. Il était venu au backstage. Il a dit, ouais, je devais partir. Kab, il me dit, non, Joe, attends, il y a Akram, il veut te voir. Akram vient, il me parle. Putain, je kiffe ce que tu fais. Viens, on fait notre vidéo. C'est pas moi, j'ai dit, c'est lui, il a dit, viens, on fait notre vidéo. En fait, quand on fait ce genre de geste envers toi, forcément, ça génère un certain respect et une reconnaissance de ce côté-là. Donc, vraiment, la relation que j'ai, et quand je dis Axel, c'est pas seulement Axel. Axel, Akram, Kab, Tranquilla, je les vois vraiment comme des grands frères et je les vois vraiment comme des bienfaiteurs. Parce qu'ils ont vraiment appuyé ma carrière. Et moi, à jamais, je serai toujours reconnaissant. Je suis pas un gars qui oublie ce qu'on fait pour lui. Je serai toujours reconnaissant envers lui. Et j'oublierai jamais, quoi. On profite pour leur placer un big up à toute la team. Kabongo, Axel, Tranquilla, Jojo, Akram, tous les gars. Alors, t'as un style qu'on pourrait définir de rafraîchissant, d'incisif. Comment toi, tu te vois sur l'échiquier du game, du rap game? Je me vois comme un bébé. Tu vois. Mais, je me vois quand même, faut dire, avant, on était des embryons, tout ça. Là, je me vois vraiment comme un nouveau-né. C'est-à-dire que si je me mets vraiment sur l'échiquier du rap game, je me mettrais pas au top. Je me mettrais même tout en bas de l'échelle. Mais je considère que quand même, j'ai quand même fait mes armes et j'ai réussi à me mettre dans cet échiquier-là. Parce que de base, je n'étais même pas dedans. T'es un bébé avec des dents déjà, quoi. Un bébé qui est né avec les dents. C'est ça. Je ne prends plus le lait, quoi. Je mange déjà la viande. C'est parce que dans ce game-là, sans arrogance, quoi, hein, même si je n'ai pas plus pété que qui que ce soit, il y en a très peu qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, tu peux pas dire n'importe quel artiste de ce game-là qui ne me connaissent pas. La plupart, on a déjà parlé. La plupart, on a déjà link up. Ou bien même carrément maintenant, si je veux faire un morceau avec quelqu'un, si je veux link up avec quelqu'un, c'est moi, c'est Joe, j'ai chanté Cotonou et tout. Ah, c'est toi. Facile comme ça. Il y a pas, je vais montrer ce que je fais. Ah, c'est toi. Ça part. J'ai même pas vraiment galéré pour approcher, pas comme avant où vraiment les contacts, c'est le manager, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, tu vas payer ça. Tu vois. Aujourd'hui, non. Je suis dedans et ils me connaissent. Maintenant, j'arrive. Donc, t'as payé des gens pour des feats?
Ouais. Faut dire des noms. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que c'est... Bon, dis des montants. Oh, c'est déjà allé à 200, 300 000 Ouais. code de cachet pour le morceau. J'ai même payé une fois un artiste le montant du clip comme cachet. C'est-à-dire que j'ai payé... Ok. J'ai payé le clip à un prix, et le même prix que le cachet. Ouais. Et c'est pas tes morceaux les plus connus. Non. Ouais. Mais bon, écoute. C'est le jeu. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est normal. J'étais personne. Ouais. Ils te connaissent pas. C'est des gens qui font des millions de vues sur YouTube, nanana. Qu'est-ce que j'ai à gagner à prendre mon temps et faire un feat avec toi? Je ne te connais pas, on n'est même pas potes. Ouais. Encore Axel, il y a eu cette petite relation, mais on n'est même pas potes. Bah, tu veux feat avec nous, tu payes. Ouais. Et faut te dire, j'ai même pas bronché. J'ai même pas polémiqué et tout. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, je te dis, jusqu'aujourd'hui, il y a des artistes qui me demanderaient des cachets pour des sons. Même pour les Benguis, j'avais proposé à plusieurs artistes qui m'ont demandé des cachets pour le son. Ok. Donc voilà. Mais toi, tu le vis comment? Tu le prends normal, c'est le game? Ouais, c'est légitime. Moi, c'est à cause de Axel Meryl qu'aujourd'hui, je peux jamais demander de l'argent pour un feat à quelqu'un. Ouais. Si lui m'a pas demandé d'argent, peu importe qui tu es, tu me demandes un feat. C'est si tu as envie de le faire, tu le fais, sinon tu le fais pas. Sinon, je le fais pas. Ouais. Mais je te demanderai pas d'argent pour ça. Mais je comprends, tu fais des millions, tu gagnes ton argent avec ça, c'est ton gagne-pain, c'est ta vie. Et en plus, moi, aussi là où mon image de Benguis m'a un peu niqué, c'est... Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Voilà. Ça m'a un peu tué, c'est... Ah, il fait la Benguis sur les réseaux, il a l'argent, lui. Je vais faire les Benguis et tout, mais t'as l'argent. Frère, si tu veux faire le Benguis, sois assumé. C'est ça. C'est que, carrément, j'envoyais... Des fois, je parlais, j'ai demandé... Écoute bien, tu vas rire. J'ai approché un artiste. Je peux pas dire de nom. Je veux pas de problème. J'ai approché un artiste. J'ai dit, écoutez, moi, je m'appelle Joe le magicien. J'ai fait Cotonou et tout. Ah, d'accord. J'ai approché sa manager ou son manager. J'ai dit, je veux faire un morceau avec votre artiste. Voilà ce qu'on veut faire. Quelles sont les modalités? Ok, modalité 1, tu payes 1 million. Ok. Pour le feat. Modalité 2, c'est notre réalisateur qui vient. Et tu payes le clip. Mais c'est notre réalisateur qu'on va amener. Et le budget, c'est nous, on va l'établir. Mais tu payes tout, Tu payes tout. Ah ouais, ça. La vie de benguiste. Ils m'ont dit ça. Et le benguiste. J'ai dit à mon manager et tout, l'un de mes managers, ouais, écoute, voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit, c'est pas possible. Ils sont allés le voir et tout. C'est sérieux que ce que tu dis? Il dit, ah, écoute, c'est un benguiste, non? Il va payer. Ouais. J'ai jamais payé ça, jamais de la vie. Écoute, il faut pas. Il faut surtout pas. T'imagines 1 million pour un feat? Ouais. Alors, c'est pas possible. Ben écoute, entre tes différents morceaux, entre Cotonou et Doux, les Benguistes et cette année, que tu as sorti en début d'année, justement. En avril. En avril. Ouais, il y a Ayoyo aussi. Ouais. Non, ça c'est avec Opa. Ouais, voilà. On sent quand même que il y a une certaine montée en puissance. Dans cette année, t'es vraiment plein de confiance. Qu'est-ce que ce morceau représente pour toi? Cette année, faut savoir, c'est une histoire très, très marrante. C'est après Bilovea. Okay. J'étais monté sur scène. J'ai fait ma scène. Les gens m'acclament partout. Je descends, tel média qui vient, interview. Je rentre dans la tente VIP pour voir mon frère, mes gars, tout ça. Et avant que je les atteigne, ils étaient juste à même pas 5 mètres de moi. T'as full up de personnes. Photo. Je voyais des grands... Tu connais Fif de Bouscapé? Je le vois. On se check, putain, Joe, c'est carré, nanana. Je me sentais tellement puissant, je me sentais tellement fort. En sortant de cette scène, vraiment, c'est là que j'ai compris que là, la musique, c'est quelque chose. Je suis rentré chez moi, 2025 arrivait, il me fallait des nouvelles résolutions, tu vois. Du coup, tu écris tes résolutions et tout, et les résolutions se transforment en son. Cette année, c'est vraiment la mentalité de... Je devais le sortir le jour de mon anniversaire, le 3 février. Mais, tu sais ce qui s'est passé? J'ai appelé le clipper le 2 janvier. Je sors le 31 passe, le 2 janvier, je dis au clipper, j'ai un morceau que je veux faire, on va le clipper, donne-moi le budget. Il me fait le budget, j'étais tellement excité que je l'ai payé avant d'enregistrer le son. Écoute bien, je partais le 3 janvier en France à 22h. Je quitte la France le 3 janvier à 22h. Ok? Le 3 janvier à 9h, j'étais censé être au studio pour aller enregistrer cette année. Et le 3 janvier dans la journée, j'étais censé être dehors en train de clipper le morceau. Tu vois? Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que je suis un être humain. Le train de vie que j'ai eu en décembre était très surchargé. Mes journées commençaient à 7h et elles finissaient à 7h. Sans déconner. Des fois, je dors 30 minutes. Si je dors trop, c'est 2 heures. Je rentrais chez moi à 7h et à 9h30, je dois être quelque part pour un rendez-vous. Pour telle balance. J'avais des shows tous les jours nanana. J'ai eu un train de vie trop me demander. Et il y a le soir aussi, j'aimais faire la bringue, c'est les vacances, tu vois. Ce qui fait que le 3 janvier, le matin, avant de truc, 42 fièvre.
mon corps il bouge plus. J'ai tout filmé, hein. C'est ça que tout ça, j'ai filmé, j'ai fait un vlog dessus et tout. Mon corps il bouge plus. Alors que le son, j'étais là, j'ai payé l'argent de clip que j'ai mis dedans, j'ai perdu. Ouais. L'argent de la séance, il m'a pas remboursé. Parce que j'ai payé pour la séance, il a booké, il a perdu le temps, il a pas remboursé. Je suis resté comme ça. C'est pour ça que cette année est sortie en avril. Mais il faut savoir que cette année, c'est vraiment le morceau où j'ai mis les sentiments de la puissance qui est venue pour dire, avec ça là, cette année, je vais tout ramasser. C'est pour ça que je dis, cette année, je baisse tout. Tu m'appelles, tu me dis, Joe, je te vois partout. C'est vraiment en décembre, dans telle affiche, dans tel média. Il est partout, tu vois. Cette année, c'est vraiment l'ambition pure et dure de Joe. C'est ça. Mais c'est quoi ta vraie motivation aujourd'hui? Ma motivation, c'est conquérir le Bénin, conquérir l'Afrique de l'Ouest, puis conquérir l'Afrique et après conquérir le monde. Mais pourquoi? En fait, qu'est-ce que tu recherches? Je cherche à inspirer les gens. J'ai envie de... Il y a trop de choses que je vois, que je me dis que je peux changer, que je peux avoir l'impact de tout changer, nanana. Je veux créer, je veux pas changer les mentalités, je veux en créer une nouvelle. Je veux créer une manière de penser, une manière de voir les choses. Je veux être... Tu vois, quand tu vas citer Gandhi dans des citations, tu vas citer Joe aussi, tu vois. Je veux être vraiment... C'est pour ça que je t'ai dit, la musique, c'est parce que c'est ça ce qui marche. Mais je peux faire n'importe quoi. Mais la vraie ambition de Joe, de Jonathan, je veux inspirer le monde entier. Tu vois. Est-ce que tu sens que les jeunes artistes comme toi, ou les jeunes comme toi, sont sous-estimés? C'est fou. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils sont estimés par eux-mêmes. Tu comprends? Ils se sous-estiment. Dans le sens où, d'accord, le monde entier peut te sous-estimer. Tant que toi, tu connais ton karaté, ça va le faire. Personne m'attendait avec Cotonou et Dou, tu vois. Mais le problème avec ces artistes-là, c'est que eux-mêmes ne se donnent pas la vraie valeur qu'ils ont. C'est pour ça que je suis venu avec le principe New Gen en mode, levez-vous, vous êtes des stars, les gars. Tu vois. Aujourd'hui, je peux te dire, d'une analyse que j'ai bien faite, que j'ai bien écoutée, attention, statement dangereux, les artistes New Gen ont même plus de potentiel que les artistes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu donnes la lumière à tous ces petits artistes-là. Tu leur donnes le bon accompagnement. Ils iront plus loin que tous nos prédécesseurs. La musique qui se fait dans ce Cotonou et qu'on n'a même pas soupçon, tu ne réalises pas. Mais regarde Opa. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui fait de la musique comme Opa? Regarde, le plus talentueux des gars que je connais, c'est Takumi. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il propose, tout en mettant en valeur la culture. Ou même plus proche, Greg. Greg a changé tellement de trucs. Même Cotonou et Dou a été fortement inspiré des délires de Greg. Il a apporté tellement de choses. Mais le problème, c'est que, non, Greg ne se sous-estime pas. Mais, par exemple, quelqu'un comme Takumi, je pense qu'il se sous-estime. Il ne sait pas à quel point. Tu vois. Le seul truc, c'est... Mais pourquoi tu penses que les jeunes se sous-estiment? C'est dû à quoi? C'est, comment dire? Ah, je vais dire un truc que j'aime pas. C'est dû au manque de vision. Je vais pas dire le manque d'ambition. J'ai dit que le Renault avait tort. Donc je vais m'en tenir à ça. Mais c'est le manque de vision. Voilà. Vous cherchez trop à être des artistes, vous cherchez pas assez à être des stars. Vous êtes là et vous avez trop confiance. Mais c'est quoi la différence entre un artiste et une star? L'artiste, c'est, comme je te dis, c'est quelqu'un qui fait de l'art. Tu comprends? L'art, c'est l'art de l'expression. Un artiste sait mettre ses sentiments dans une musique, donner quelque chose, exprimer son art envers quelqu'un, toucher le cœur des gens. Être une star, c'est être une tête d'affiche, la star brille. Être une star, c'est être une lumière. Tu sais, et tu es talentueux, le las, tu sais comment faire tes sons, tu es fort dans ce que tu fais. Tu comprends? Mais derrière, il faut pas oublier que tu joues dans un marché et tu as un produit. Un produit en tant que businessman, il faut savoir le vendre. Ouais, mais tu sais, c'est très juste ce que tu dis, c'est très pertinent, c'est très vrai. Mais est-ce que tout le monde est fait pour être star? Est-ce que tous les artistes sont destinés à être des stars? Non. C'est ceux qui ont la mentale pour pouvoir supporter ça, ceux qui ont la vision. C'est pour ça qu'on dit il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Tout le monde ne peut pas être des stars. C'est ça. Mais tout le monde veut. Oui, tout le monde veut, mais les gens ne savent... Je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment, en fait. Et ils savent pas le prix à payer pour devenir star. Déjà, pour être artiste et vivre dans un pays comme le Bénin en tant qu'artiste, il faut payer le prix. Maintenant, si tu veux passer le niveau supérieur, que ce soit au Bénin ou ailleurs, hein, mais pour devenir une star, le prix à payer est pas facile. Et il faut beaucoup de travail, il faut... C'est même pas le talent, le truc, en fait. Si tu veux être une star, c'est la vision. C'est l'ambition. Et si t'as pas la vision, si t'as pas l'ambition, si t'as pas les épaules, si t'as pas le mental, tu n'iras nulle part. Hein. C'est un constat que j'ai fait il y a 1 an. Et c'est pour ça que j'ai créé New Gen. T'as pas la vision, j'ai envie de la créer pour vous. Je suis désolé. Moi, je ne refuserai qu'avec tout le potentiel des artistes de la nouvelle génération, vous acceptez
d'être traité comme vous l'êtes aujourd'hui et vous acceptez le niveau, dire la popularité que vous avez aujourd'hui. Non. Moi, je suis pas celui qui mérite le plus de briller. Il y en a tellement plus, tu vois. Moi, je suis juste quelqu'un qui a un peu commencé à comprendre les rouages et qui a commencé à, évoluer dans un milieu où je sais comment m'exposer. Moi, avec New Gen TV, avec New Gen tout court, j'ai vraiment voulu la mentalité du t'as pas la vision, laisse-moi l'avoir pour toi, mais s'il te plaît, fais un effort. Mais dis-moi, ton ambition, cette envie d'aller loin, cette hargne, cette dalle que tu as là, ça te vient d'où? Est-ce que tu penses que ça vient de ton éducation ou est-ce que tu penses que ça vient juste de ta nature? Est-ce que ça vient d'une frustration? D'où est-ce que ça te vient? Parce que c'est pas inné et tout le monde peut pas l'avoir. Bah, tu sais, moi déjà, je suis... Ça, c'est un truc que je dis pas souvent. Mon grand-père, par exemple, était l'un des premiers milliardaires de Cotonou, ok, à l'époque. Antoine Kodja, tu vois. Et moi, j'ai grandi souvent avec... parce que mon grand-père, j'ai pas connu longtemps, hein, il est décédé, je devais avoir 10, 11 ans. Et j'ai souvent grandi avec tu sais qui était ton grand-père, tu sais ce qu'il faisait, tu sais ce qu'il faisait ci, tu sais ce que tu fais ça, voilà, nanani, nanana. C'est ça qui m'a donné déjà l'envie d'être comme lui. J'ai grandi en idolâtrant mon père et mon grand-père pour ce qu'ils font, nanani, nanana. Déjà, depuis tout petit, j'ai toujours dit, j'ai toujours pas envie, je sais que je vais le faire, d'être un grand quelqu'un quand je serai vraiment en place. Je peux pas dire quand je serai grand, je suis déjà grand, tu vois. Mais quand je serai actif, on va dire, tu vois. Donc, il y a toujours eu déjà cette envie de briller qu'on m'a inculqué depuis la naissance parce que, voilà, regarde qui était ton grand-père, regarde qui est ton père, il faut que toi-même... Tu peux pas faire de la merde. Tu peux pas faire de la merde. Je suis aussi le premier garçon de ma famille. On n'est pas d'une famille qui met trop de pression sur ça en mode t'es le premier garçon, nanana. Mais moi, je le sais. J'ai souvent été l'homme de la maison. Je suis le premier garçon, donc je sais que moi-même, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, il y a déjà ces bases-là qui ont été mises en moi depuis la naissance. Et aussi, je suis assez narcissique comme gars. Je l'avoue, je suis très narcissique. Ouais, c'est bien, tu es à l'aise avec ça. Ouais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Hein. Non, je l'aime trop. Tu peux jamais dire que Joe n'a pas confiance en lui, que Joe a peur. Non. Non, ça, c'est cool. Je suis méga narcissique. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime les gens qui ont confiance en eux et qui l'assument. C'est la fausse modestie, là. Non, je suis pas un faux modeste. Ouais. Et ce qui fait que, avec ça, j'ai essuyé les frustrations qui sont le manque de reconnaissance. Tu vois, j'ai grandi avec la mentalité je suis ce genre de mec, je suis ce bête de gars. Pourquoi tu me vois pas comme le bête de gars que je suis? Je suis ce genre de mec et tout. Pourquoi tu me reconnais pas pour mon travail? Regarde tout ce que je fais, tu vois. Et j'ai compris que la reconnaissance, on te la donnera pas. C'est toi qui dois aller la chercher, tu vois. Ne te motive pas. Genre, ta motivation ne doit pas être le regard des gens. Ta motivation, l'huile qui te fait couler, l'essence qui fait rouler ta voiture ne doit pas être le regard des gens, mais ton regard sur toi-même, mais la motivation, la reconnaissance, tu dois aller la chercher, tu vois. Tout ce truc d'ambition, tout ça, ça m'est venu de ça. Et à la fin, je pense que c'est vraiment l'envie inspirer les gens, inspirer le monde, être reconnu par tout le monde. Mais tu sais, généralement, ceux qui ont confiance en eux comme ça, quand ils viennent dans une pièce ou quand ils prennent la parole ou quand ils sont dans un groupe, ça dérange. Est-ce que tu as pu ressentir ça dans ton parcours? Parce que tu aimes être entouré, tu aimes évoluer au sein de groupes. Est-ce que tu t'es retrouvé confronté à ça? Ou est-ce que tu sais bien l'idée? Est-ce que tu es un bon leader? Ouais, c'est ça en fait. Dieu m'a donné le charisme. J'en ai un minimum, tu vois. Ce qui fait que je n'ai jamais été dans l'arrogance je veux être le meilleur, mais je ne veux pas forcer, mais je veux être meilleur que toi, tu vois. Je n'ai jamais donné l'impression aux gens que toi, tu n'es personne, que moi, je suis quelqu'un. C'est pour ça que je dis, je suis narcissique, mais je suis pas arrogant. Je sais qui je veux être, mais je ne t'ai jamais dit que tu ne peux pas l'être. Ce qui fait que la plupart du temps, mes discours que je donne en inspirent plus que ça en dérange. Personne ne m'a jamais dit que j'étais arrogant. Ça n'a jamais dérangé personne. Parce que c'est vraiment, regarde ce que je fais, mais tout ce que je fais, j'ai fait comme ça. Je te dis comment l'être aussi. Tout ce que je fais, tu peux le faire. Tu vois, tout ce que je fais, il y a personne qui m'a poussé, il y a personne qui m'a dit, je me suis fait tout seul. Tu vois. Donc ça inspire plus que ça dérange. Ok. Et dans 3 ans, tu te vois où? Dans 3 ans, je me vois même plus en tant qu'artiste. Dans 3 ans, je me vois plutôt derrière. J'espère que dans 3 ans, mon impact d'artiste aura touché assez de monde pour que beaucoup de monde se réveille. Mais dans 3 ans, je me vois plus comme tu sais, j'ai lu un livre récemment, là.
un livre qui parle un peu des méthodes de management et tout. Il y a le chapeau du player, il y a le chapeau de l'architecte, il y a le chapeau de l'ingénieur. Je me vois plus comme le player, je me vois comme l'architecte. Le livre s'appelle comment? Comme ça, on ira le lire. Great CEOs are lazy. Okay. C'est l'un de mes boss au Nigeria qui me l'a passé. Ça explique comment mettre en œuvre ses ambitions, étendre son business et comment faire la part des choses. Il y a vraiment le chapeau du player qui est actif. Il y a le chapeau du learner, de l'apprenti qui regarde et qui apprend. Moi, je pense que je l'ai eu pendant longtemps avant. Il y a le chapeau de l'architecte qui construit. Il y a le chapeau de l'ingénieur qui perfectionne. Tu comprends? Et là, le learner, je l'ai déjà eu. Le player, c'est ce que je fais, c'est ce que je ferai pendant 3 ans. Mais je vois vraiment mettre le chapeau de l'architecte et commencer vraiment à construire. Avec l'impact que j'ai eu, l'influence. Là, ce que je veux, c'est l'influence. Je m'en fous, même si je ne perce pas. Ce que je veux, c'est que les bonnes personnes sachent qui je suis et sachent ce que je vaux pour que demain, quand je commence à construire, ça commence à prendre. Donc, dans 3 ans, je me vois derrière. C'est très intéressant. Ok, bah écoute, on arrive sur la fin de l'entretien. On va finir par un petit jeu. Ok. Je vais te proposer des noms. Tu vas faire des choix. Ok. Et tu vas me dire pourquoi. Ok. Ok. Bon, par exemple, je te dis Blaze ou Casey. Blaze. Pourquoi? Ah, c'est... En fait, Blaze au Bénin, c'est un pionnier du rap. Blaze, c'est un gars, on a grandi, j'ai connu Blaze avant de connaître Fanico, j'ai connu Blaze avant même de vous connaître, tu vois. Blaze, c'est, genre, au Bénin, tu sais, j'ai des inspirations de partout, mais au Bénin, la première personne qui m'a inspiré, la première personne que moi, Joe aussi, un narcissique que je puisse être, j'ai commencé à me dire, je veux être comme lui, c'est Blaze. Ok. Hein, donc, vraiment, en tant que légende et par respect pour tout ce qu'il a fait, parce que c'est pas n'importe quoi. Jusqu'aujourd'hui, on chante aller-retour. Jusqu'aujourd'hui, avec tous mes gars, on chante aller-retour tout le temps, tu vois. Respect, vraiment, inspiration, Blaze. Je choisirais, au Bénin, je choisirais devant n'importe qui. Ok. Amir ou Vano? Ah! Ah! Oh! Respect à Amir, hein. Je vais choisir Vano. Pourquoi? Amir, je le respecte plus qu'autre chose. Amir, je l'admire. Tu vois. Amir, c'est un gars que je respecte beaucoup plus qu'autre chose, tu vois. Je respecte énormément Amir pour tout ce qu'il a fait, tout le président, et vraiment, j'ai écouté Diamant Noir, nanana. Mais Vano, j'ai littéralement grandi avec les sons. Je sais pas quoi dire. En fait, l'impact. Amir m'a beaucoup inspiré. Vano m'a trop touché. Niveau impact. Mais c'est vraiment kiff-kiff, c'est ça, quoi. Vano, mais pas contre cœur. Ok, bah écoute, Axel Meryl ou Tranquilla? Axel. Okay. Non, Tranquilla. Non, Axel. Ah! Non, je suis désolé, je dois choisir Tranquilla. C'est Tranquilla qui a fait qui a fait qu'Axel Axel me connaisse. C'est Tranquilla Tranquilla, c'est celui dedans qui a fait le plus pour moi. Tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est quoi votre relation avec Tranquilla? C'est mon fofo. On a même on a un groupe sur Snap qui s'appelle les Benguistes. On discute, on rigole. Carrément, on s'était fait des petites vacances récemment. On était allé au Millennium Popo Beach, l'hôtel d'un pote. Donc voilà, on est vraiment potes. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est la famille. C'est la famille. On peut tout se demander, on prévoit le truc, on s'amuse ensemble. C'est mes gars, c'est mes fofos. Mais tranquille. Ok. Greg ou Takumi? Greg. Ok. Takumi, respect. Takumi, c'est un gars, tu sais, c'est tous des gars, on a commencé ensemble. Mais ma première scène, c'est Greg. Greg, c'est un gars, il m'a poussé dans tout. Il m'a tout montré. Il m'a accordé des feats quand j'en avais besoin. Mes premières reconnaissances, c'est grâce à lui. Tout ce que Greg a trop fait pour moi. Et dans la musique, il m'a trop guidé. C'est un gars vraiment, il m'a vu comme son petit frère. Je pense qu'on est cousins aussi, tu vois. Il m'a guidé dans tout et il n'était pas forcé de faire ça, mais Greg, c'est vraiment le premier gars à qui je suis venu et qui m'a pas vu comme, il m'a jamais sous-estimé, tu vois. Il m'a toujours donné la valeur que je devais avoir. Donc Greg, c'est vraiment une clé dans ma carrière, genre. J'aurais pas été comme ça s'il était pas là. Et merci pour ta franchise, merci d'avoir joué le jeu et je vais terminer avec cette question. Quand on parlera de toi dans 10, 15 ans, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? L'enfoiré, il avait dit qu'il allait le faire et il l'a fait. Bless. C'est tout. C'est tout. Belle conclusion. Et bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir. Merci pour ta transparence. Merci pour cet échange et bah écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et respect à tout ce que tu fais, hein, aussi. Garde la confiance que tu as en toi, c'est vraiment important dans le monde dans lequel on est. Oh, ça partira pas, t'inquiète pas pour moi. C'est très bien. Allez, on est ensemble. On est ensemble. Bless. Merci, hein.